Mon frère m'a poussé pour faire une blague, l'IRM a révélé quelque chose de bien pire qu'une simple chute. La maison du lac de la famille Ellington ressemblait à une carte postale de l'extérieur, un bardage en cèdre, une terrasse panoramique, et une vue sur le littoral du Vermont, qui attirait nos proches chaque été. À l'intérieur, c'était un véritable mur de bruit. Des oncles qui se disputaient à propos de la pêche, et des cousins qui se couraient après dans le couloir. Ma mère, Evelyne, tenait sa cour dans la cuisine, un verre de vin à la main. J'avais appris depuis longtemps que l'endroit le plus sûr pour moi, lors de ces réunions, était un coin tranquille, de préférence hors de la vue de Kellen. Mon frère aîné s'épanouissait dans ce genre d'environnement. Chaque histoire qu'il racontait semblait devenir de plus en plus extravagante. Chaque rire qu'il provoquait nourrissait la lueur dans ses yeux. Depuis le canapé, je le regardais captiver une petite foule près de la cheminée, en mimant une farce d'étudiant. « Regardez qui sort de l'ombre », a-t-il lancé en m'apercevant. Son grand sourire était là, mais son ton avait ce côté tranchant que je connaissais bien. « Attention, tout le monde. Marie est en mouvement. Vous feriez bien de verrouiller l'argenterie. » Quelques personnes ont gloussé. J'ai gardé la tête baissée, me dirigeant vers l'escalier. « Vous vous rappelez de Noël, quand elle a détruit le vaisselier de grand-mère » a-t-il continué. Sa voix s'élevait pour que tout le monde puisse l'entendre. « Ça a coûté quoi à papa, 3000 $? C'était un accident, ai-je dit doucement, sans me retourner. C'est bien ça le problème avec toi, Frangine. Tout est toujours un accident. J'ai atteint la première marche, en espérant qu'il resterait là où il était. Mais c'est pas mon suivi. Au moment où j'ai atteint le palier, il était juste derrière moi. Tu t'enfuis encore? Sa voix avait baissé, assez proche pour que je sente son souffle sur mon oreille. Je suis juste fatigué, ai-je répondu. Tu es toujours fatigué. Il m'a contourné, bloquant la volée de marche suivante, les bras tendus en travers de la rampe. Tu ne peux pas passer. Les dragons gardent le château. C'était un vieux jeu de notre enfance, mais il n'y avait rien d'amusant dans son regard. J'ai essayé de passer sous son bras. Ses mains ont violemment frappé mes épaules. La poussée m'a coupé le souffle, avant même que mon corps ne bascule en arrière. L'escalier est devenu flou. Le bois a heurté ma colonne vertébrale, avec une torsion brutale au milieu de la chute. J'ai entendu le craquement, bien avant que la douleur ne frappe. Allongé sur le dos, fixant le plafond, j'ai essayé de bouger mes jambes. Rien. Au-dessus de moi, des pas ont résonné lourdement. La voix d'Evelyne a percé le vacarme. Marie, lève-toi. Tu vas très bien. La voix de Kellen a suivi, désinvolte et froide. C'était juste une blague. La moquette grattait mon cou. Je restais allongé là, essayant de comprendre cette douleur qui semblait pulser depuis la base de ma colonne vertébrale, pour s'étendre vers l'extérieur. Les voix portaient depuis la salle à manger, des rires, le cliquetis des couverts, et le même chaos joyeux qu'auparavant. Ma chute n'avait pas arrêté la fête. Elle l'avait juste déplacée de quelques mètres, loin de moi. Kellen s'est adossé à l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il me regardait comme si je faisais partie du divertissement de la soirée. C'était juste une blague, a-t-il dit, sans s'adresser à personne en particulier, mais assez fort pour que la pièce l'entende. Elle en fait tout un drame. Evelyne a fait irruption, ses talons claquant sur le parquet, son verre de vin toujours à la main. Ses yeux m'ont balayé, comme si j'étais une serviette tombée par terre. Marie. Franchement, tu gâches la soirée. Les gens sont venus ici pour se détendre, pas pour te regarder bouder par terre. Je ne peux pas bouger mes jambes, ai-je dit, d'une voix faible. Grant est apparu derrière elle, sentant légèrement le cigare. Tu as toujours été trop sensible, a-t-il marmonné, comme si cela expliquait tout. De l'autre côté de la pièce, tante Ruth était assise raidement sur la coudoir d'un canapé. Son regard passait de moi aux autres. Elle ne disait rien, mais son malaise se lisait sur tout son visage. Lily, la petite fille de Ruth âgée de 8 ans, s'est détachée du groupe des jeunes cousins, et s'est glissée jusqu'à moi. « Tu as mal » a-t-elle chuchoté, ses grands yeux bruns ronds d'inquiétude. « Oui » ai-je chuchoté en retour. « Alors pourquoi il ne t'aide pas » Je n'avais pas de réponse. « J'ai besoin d'un médecin » ai-je dit plus fort, forçant ma voix à porter. « Quelque chose ne va pas. »
Grant a secoué la tête. On ne va pas gaspiller des frais d'urgence pour du théâtre. Tu iras très bien dans 1 heure. Ruth a bougé, comme si elle allait se lever, mais Evelyn lui a lancé un regard qui l'a cloué sur place. Lily a serré ma main, avant que sa mère ne la rappelle. Je fixais le plafond, la chaleur montant derrière mes yeux. L'engourdissement dans mes jambes se propageait. Une marée glaciale rampait vers le haut de mon corps. J'ai essayé une fois de plus de me redresser, mais une douleur fulgurante m'a transpercé le dos, me coupant la respiration. Quelque part au-delà du bourdonnement dans mes oreilles, j'ai entendu la voix de Marcy depuis la salle à manger. Une voix tranchante, coupant court au bavardage. Ça suffit. J'appelle le 911. Depuis ma place sur le sol, je pouvais voir la table à manger encombrée d'assiettes et de verres, la lumière chaude se reflétant sur l'argenterie polie. Je frissonnais maintenant, bien que la pièce paraisse étouffante. À chaque fois que j'essayais de bouger, la douleur déchirait ma colonne vertébrale. Marcy, ma cousine par alliance, a croisé mon regard. Elle était au milieu d'une bouchée de poulet rôti, quand elle s'est arrêtée de mâcher, le regard plissé. Elle a posé sa fourchette, s'est levée, et s'est approchée. « Marie, tu trembles » a-t-elle dit doucement. « Je ne sens plus mes jambes » ai-je chuchoté. Avant que je ne puisse en dire plus, la voix de Grant a retenti de l'autre bout de la pièce. « Elle va bien. »« Marcy, n'encourage pas ça. » Marcy n'a pas détourné les yeux de moi. « J'appelle le 911. »« Tu ne le feras pas » a rétorqué Grant. Son ton était assez sec pour réduire la table au silence. Personne n'appelle. Ce n'est pas une urgence. Marcy a sorti son téléphone de sa poche. Assieds-toi, Grant. Ou reste là, et regarde-moi le faire. Sa voix était stable, presque ennuyée, mais ses jointures étaient blanches autour de son téléphone. L'appel a duré moins d'1 minute. Au moment où elle a raccroché, Evelyn se mettait déjà en scène, se lamentant sur la façon dont cela allait gâcher tout le week-end. Quand les ambulanciers sont arrivés, leur calme et leur efficacité ont percé le bruit. J'ai senti leurs mains gantées vérifier mon pouls, ma respiration, me posant des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Grant et Evelyn rôdaient à proximité, s'opposant à tout. Elle exagère, insistait Evelyn. L'un des secouristes, un homme grand aux yeux bienveillants, a doucement soulevé l'ourlet de mon pull. Son visage s'est tendu presque imperceptiblement. Celle-ci ne date pas d'aujourd'hui, a-t-il murmuré à sa partenaire, juste assez bas pour que je l'entende. La femme a hoché la tête, ses yeux scannant les bleus marbrés le long de mes côtes. Possible lésion médulaire, a-t-elle dit. Puis, elle a ajouté à voix basse, et des antécédents d'autre chose. L'homme s'est redressé, la voix neutre. Il vaut mieux appeler la police. Le trajet en ambulance a défilé en fragments flous, les sirènes quelque part au-dessus de moi, les brefs échanges radio, et le poids de la minerve autour de mon cou. À l'hôpital, ils m'ont emmené directement dans une pièce lumineuse, où une femme en tenue de bloc s'est présentée comme le docteur Patel. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient vifs et évaluateurs. « Nous allons faire une IRM complète du corps » a-t-elle déclaré. « Vu vos symptômes, je veux tout voir. » Ils m'ont transféré sur une table étroite. Le fracas de la machine a commencé presque immédiatement. Chaque claquement métallique résonnait dans mes os. J'ai fermé les yeux, mais l'image du sourire narquois de Kellen ne cessait de percer l'obscurité. Quand ce fut terminé, le docteur Patel est revenu avec une tablette à la main. Elle a tiré une chaise près de mon lit. « Ceci, » a-t-elle dit, en pointant un arc blanc et brillant sur l'image, « c'est votre vertèbre L3. Il y a une fracture par tassement ici, c'est la blessure d'aujourd'hui. » Mais son doigt s'est déplacé vers d'autres endroits, des contours fantomatiques de côte et de colonne vertébrale. Celles-ci sont plus anciennes. Celle-là a peut-être 2 mois. Celle-ci, 6 mois. Et ici, elle a tapoté près du haut de mon dos, au moins 1 an. Je fixais les images. C'était la preuve que je n'avais jamais eue auparavant. Kellen, ai-je dit doucement. À cause de ces jeux. Son expression n'a pas changé, mais il y avait une certaine gravité en elle maintenant. Marie, ce ne sont pas des jeux. C'est un traumatisme répété. Elle s'est levée, et a parlé doucement dans son téléphone près de la porte. J'ai surpris les mots au service de protection de l'enfance et police. Lorsqu'elle est revenue,
Elle s'est assise de nouveau à côté de moi. J'ai contacté les services de protection de l'enfance et les forces de l'ordre. Quelqu'un viendra vous parler. Vous avez été blessé, et nous prenons cela très au sérieux. J'ai senti ma gorge se serrer. Personne ne m'avait jamais dit ces mots auparavant. La voix du docteur Patel s'est adoucie. Nous vous croyons. On a frappé à la porte, et une femme avec un bloc-notes est entrée. Elle s'est présentée sous le nom de Tessa Myers, des services de protection de l'enfance. Elle a tiré une chaise près du lit. Ses mouvements étaient mesurés, sa voix posée. Marie, je sais que le docteur Patel elle s'est raclé la gorge vous a déjà parlé, mais j'ai besoin d'entendre votre histoire, avec vos propres mots. Les blessures, les incidents dont vous vous souvenez. Au début, les mots restaient bloqués. Après des années à m'entendre dire que j'étais maladroite, il était difficile de formuler ce qui s'était passé autrement. Mais Tessa a attendu. Patiente et inébranlable, jusqu'à ce que le silence se brise. Je lui ai parlé de la chaîne de vélo que Kellen avait desserrée quand j'avais 13 ans. De la chute dans la cafétéria qu'il avait provoquée. Et des jeux brutaux, qui me laissaient avec des côtes contusionnées. Elle notait tout, sans changer d'expression, mais je pouvais voir la façon dont son stylo appuyait plus fort à chaque détail. Un coup à la porte nous a interrompus. Tante Ruth est entrée. Ses yeux ont scruté le couloir, avant de refermer la porte. Elle portait une enveloppe en papier craft, et l'a posée sur la table roulante. J'aurais dû faire ça il y a des années, a-t-elle dit, à voix basse. Ce sont des photos des réunions de famille, des fêtes, des anniversaires. Tu ne savais probablement même pas que je les gardais. J'ai sorti les photographies. Moi au barbecue du 4 juillet, avec une ombre violette le long du haut de mon bras. À Noël il y a 2 ans, mon sourire crispé, et une légère marque visible sous mon anticerne. Une autre à l'anniversaire d'un cousin, portant des manches longues par 30 degrés. Avant que je ne puisse parler, mon téléphone a vibré sur la table. Un SMS de Marcy, vérifie tes emails, tout de suite. Tessa a ouvert la vidéo jointe sur sa tablette. L'écran s'est rempli d'une vue de l'escalier de la maison du lac, filmé sous un angle qui donnait l'impression que la personne tenant le téléphone se concentrait sur autre chose. En arrière-plan, Kellen s'est placée devant moi, a dit quelque chose d'inaudible, puis m'a poussé. La caméra a sursauté, mais ma chute était parfaitement claire. Les yeux de Tessa sont restés rivés sur l'écran jusqu'à la fin. Ça change les choses, a-t-elle déclaré. 10 minutes plus tard, un officier en uniforme est entré pour prendre ma déposition. Quand il est parti, je l'ai entendu dire au docteur Patel qu'ils allaient requalifier l'accusation, passant de voies de fait simples à des voies de fait graves. Quelque part dans le couloir, le son de la voix de ma mère s'est élevé, strident et paniqué. Le lendemain matin, la télévision de l'hôpital passait en boucle un extrait de l'émission matinale locale. Evelyn était assise sur un canapé à côté de Grant. Sa posture était parfaite, un mouchoir serré dans sa main manucurée. Elle se tamponnait les yeux, pendant que le présentateur se penchait vers elle avec compassion. Notre fille lutte depuis des années, a déclaré Evelyn, sa voix tremblant juste ce qu'il fallait. Nous avons essayé la thérapie, une attention particulière, tout. Mais elle a toujours été jalouse du succès de Kellen. Grant a hoché la tête solennellement. Ces accusations. Elles viennent d'un sentiment de rancœur. Elle a toujours été sujette aux accidents. Nous avons des dossiers médicaux qui remontent à des années. Cette dernière chute n'est qu'un autre malheureux incident, qu'elle met sur le dos de quelqu'un d'autre. J'ai éteint la télévision avant la fin du reportage, mais les dégâts se propageaient déjà. À la mi-journée, mon téléphone, toujours entre les mains du personnel de l'hôpital, vibrait sans arrêt avec des notifications. Des proches dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années publiaient des commentaires vagues, sur la loyauté familiale sur les réseaux sociaux. La seule chose que mes parents n'avaient pas prévue, c'était la trace écrite. Amanda Rennes, la procureure assignée à mon affaire, a demandé une brève entrevue cet après-midi-là. Elle est entrée avec un dossier fin et un regard posé. Je me doutais qu'ils essaieraient ça, a-t-elle dit, en posant le dossier sur ma table adaptable. À l'intérieur, se trouvaient des impressions, des extraits de mes dossiers médicaux, des photographies des IRM, et une image fixe tirée de la vidéo de Marcy, le moment exact où les mains de Kellen étaient sur mes épaules. Son expression était tout, sauf joueuse. Je vais transmettre ça à la presse, a déclaré Amanda. Pas encore la vidéo complète,
mais assez pour montrer qu'il y a des preuves. J'ai aussi inclus une déclaration sur les conclusions médicales, des fractures à différents stades de guérison ne sont pas le résultat d'une maladresse. Ce soir-là, un autre genre de reportage a été diffusé. L'image fixe est restée à l'écran pendant près d'une minute entière, tandis que le présentateur lisait la déclaration d'Amanda. Les journalistes répétaient des expressions comme « schéma récurrent de blessures et incohérence dans la version de la famille ». À la tombée de la nuit, la fraternité de Kellen a annoncé son expulsion. Son université a prononcé une suspension, en attendant le jugement pénal. Les commentaires en ligne ont commencé à changer. Pas tous en ma faveur, mais suffisamment pour percer le mur que mes parents essayaient de construire. Allongé dans la pénombre de ma chambre d'hôpital, j'ai entendu des voix dans le couloir. Celle d'Evelyne, tranchante de colère. Celle de Grant, basse et tendue. Suivi du bruit de la porte qui s'ouvrait. Amanda est revenue le lendemain matin, cette fois avec Tessa des services de protection. J'avais une pile de cahiers à spirale sur les genoux. Leur couverture était cornée, après avoir passé des années cachés sous des lattes de parquet, ou au fond de tiroirs. Je les leur ai remis sans hésitation. Ils sont datés, ai-je dit. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, je l'écrivais. Ce qu'ils faisaient, et ce que mes parents disaient ensuite. Tessa en a feuilleté un. Ses yeux se sont arrêtés sur une page, où mon écriture était tremblante et inclinée. C'est très détaillé, a-t-elle dit doucement. Nous pouvons utiliser ça. Plus tard dans l'après-midi, Amanda est revenue avec des nouvelles. Nous avons ajouté des accusations de négligence contre vos parents, a-t-elle annoncé. Et j'ai trouvé d'autres victimes. 2 de ses ex-petites amies. Les 2 affirment avoir subi des comportements similaires, des bousculades, être coincées dans des pièces, être agrippées trop violemment. Elles sont prêtes à témoigner. C'était étrange d'entendre parler de sa violence envers les autres. C'était comme si les pièces d'un puzzle, que je regardais depuis toujours, s'emboîtaient enfin. Dans l'aile de rééducation, mon kinésithérapeute, Marcus, m'a rejointe près des barres parallèles. Voyons ce que vous pouvez faire, a-t-il dit. La première fois que j'ai mis du poids sur mes jambes, la douleur a été si vive qu'elle a brouillé ma vue. Marcus est resté près de moi, prêt à me rattraper si je flanchais. Un pas à la fois, a-t-il encouragé. Chaque mouvement me donnait l'impression de repousser tout ce que ma famille m'avait toujours dit, que j'étais trop sensible, trop dramatique, trop faible. J'ai serré les dents, et j'ai fait un autre pas. Mes mains serraient si fort les barres, que mes jointures me faisaient mal. À la fin de la séance, la sueur coulait dans mon dos, mais j'étais debout. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ma victoire. Quand je suis retourné dans ma chambre, Amanda m'attendait, un dossier à la main. La date du procès est fixée, a-t-elle dit. La salle d'audience m'a paru plus petite que je ne l'imaginais. L'air était lourd de murmures étouffés, lorsque j'ai pris place à la barre des témoins. Amanda m'a fait un bref signe de tête, avant de s'avancer. Marie, pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre frère? J'ai parlé lentement, m'assurant que chaque mot soit posé. Je leur ai parlé des années de bousculade, de croche-patte, et de ces accidents qui me laissaient des bleus et des os brisés. J'ai parlé des fois où j'avais essayé de me faire entendre, pour m'entendre dire que je faisais un drame. J'ai décrit la chute à la maison du lac en détail, mes mains serrées sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Quand Amanda eut terminé, l'avocat de Kellen, M. Harlan, s'est levé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. N'est-il pas vrai que vous avez été suivi pour anxiété et dépression? Oui, ai-je répondu. Parce qu'être maltraité est déprimant. Il a essayé de faire passer mes journaux intimes pour des exagérations. Il a suggéré que je me souvenais mal des événements. Peut-être que ces incidents ne se sont pas déroulés comme vous le pensez, a-t-il affirmé. L'IRM ne ment pas, ai-je répliqué. Et la vidéo non plus. Amanda a appelé le premier témoin, Tara, l'une des ex-petites amies de Kellen. Elle a gardé les yeux fixés sur le jury, en déclarant « Il m'a poussé dans un escalier ». Des halètements ont parcouru la salle. 2 autres témoins ont suivi, un ancien coéquipier décrivant le caractère explosif de Kellen, et un voisin se souvenant de disputes qui se terminaient par des portes claquées et des pleurs. Enfin, Kellen a pris la barre. C'était des jeux brutaux, a-t-il dit en haussant les épaules. Les frères et sœurs se disputent. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal.
Amanda s'est appuyée sur le pupitre. Donc, vous admettez avoir levé la main sur elle? Il a bougé sur son siège. Il se peut que j'ai perdu mon sang-froid. La voix d'Amanda est restée égale. Vous avez perdu votre sang-froid, et votre sœur s'est retrouvée avec la colonne vertébrale fracturée. Ce n'est pas un jeu brutal, monsieur. C'est de la violence. La mâchoire de Kellen s'est contractée, mais il n'a pas répondu. En quittant la barre, j'ai croisé le regard d'un juré, qui a fait un très léger signe de tête. Il restait encore la plaidoirie finale d'Amanda. Le jury s'est retiré pendant moins de 3 heures. Lorsqu'ils sont revenus dans la salle, personne n'a bougé. J'ai gardé mes mains croisées sur mes genoux, les yeux fixés sur la présidente du jury. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Elle a énuméré, voies de faits graves, schéma de maltraitance, violation de l'ordonnance de restriction. Chaque mot atterrissait comme une pierre dans une eau calme, se propageant à travers la salle d'audience. Kellen regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. L'expression d'Amanda n'a pas changé, mais ses épaules se sont légèrement détendues. Le juge est passé rapidement à la sentence, 2 ans de prison, 5 ans de probation, inscription obligatoire au registre des délinquants violents. Ensuite, ce fut le tour de mes parents, négligence et mise en danger. Ils ont écopé de probation, de cours de parentalité, et d'une thérapie imposée par le tribunal. Le visage parfaitement maquillé d'Evelyn n'a pas tressailli, jusqu'à ce que le marteau ne tombe. À l'extérieur de la salle d'audience, le couloir était bondé de journalistes et de membres de la famille. J'étais à mi-chemin de la sortie, quand Evelyn s'est plantée devant moi. « J'espère que tu es heureuse », a-t-elle dit. Sa voix était basse, mais tremblante de fureur. « Je suis libre », lui ai-je répondu. « C'est suffisant. » Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'était pas attendue à une réponse. Puis, elle a tourné les talons et a disparu dans la foule. Amanda est apparue à mes côtés. « Nous parlerons de l'audience de restitution la semaine prochaine », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Mais mon esprit était déjà ailleurs. Loin de ce bâtiment. Loin de leur voix. J'ai marché vers les portes. L'air glacial de l'hiver s'est engouffré par la porte vitrée, que quelqu'un tenait ouverte. Tante Ruth m'attendait en bas des marches. J'ai emménagé chez Tante Ruth 2 semaines après le verdict. Elle avait déjà vidé une chambre, peint les murs d'un gris doux, et mis des draps propres sur le lit. Ce n'était pas seulement de l'espace. C'était de la sécurité. La thérapie a commencé immédiatement. Cette fois, avec quelqu'un qui m'écoutait, au lieu de me diagnostiquer une hypersensibilité. Nous avons traversé les souvenirs un par un, démontant ce réflexe de toujours vouloir justifier ma douleur. Au printemps, j'ai écrit un essai, que j'ai intitulé « La chute qui m'a sauvé la vie ». Amanda m'a aidé à le faire publier dans un média national. En quelques jours, ma boîte de réception s'est remplie de messages. Des gens qui avaient grandi avec un frère ou une sœur considérés comme l'enfant prodige. Des parents qui avaient réalisé trop tard qu'ils avaient manqué les signes. C'est devenu le fondement de mon travail de sensibilisation. J'ai pris la parole dans des écoles, des refuges et des centres communautaires. Je racontais mon histoire, dans l'espoir de briser le silence de quelqu'un d'autre. À chaque fois que je me tenais devant un public, je me rappelais ce que ça faisait d'être allongé sur ce sol. Ignoré. Et je parlais plus fort. 1 an plus tard, j'ai emménagé dans ma résidence universitaire. Lors de ma première nuit, je me suis tenu en bas de l'escalier central, en regardant vers le haut. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de peur. J'ai monté les marches lentement. Chaque pas était ferme. Le bois était solide sous mes pieds. Arrivé en haut, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma cousine Lily. Ma professeure a lu ton article en classe. Elle dit que tu es une héroïne. J'ai souri, et j'ai répondu, pas une héroïne, juste quelqu'un qui a dit la vérité. Puis, j'ai marché dans le couloir, en direction de ma chambre. Les rires de nouveaux amis s'échappaient d'une porte ouverte. Et j'ai laissé ce son me porter vers l'avant.